J'ai poignardé mon patron dans le ventre avec un éclat de verre brisé, sous la pluie battante de la Seine, et j'ai souri en le voyant s'effondrer comme un château de cartes. Personne n'aurait cru qu'un employé modèle comme moi, fraîchement sorti de prison, oserait franchir cette ligne. Pas même lui, qui m'avait condamné à 2 ans de cachot pour ses propres péchés. Mais la France, cette vieille putain de république, adore les drames en 3 actes. Trahison, exil, et un retour sanglant qui fait couler l'encre plus que le sang. Paris, cette ville des lumières éternelles, m'avait toujours paru comme un mirage cruel. J'y étais né, dans le 9e arrondissement, au milieu des odeurs de croissants brûlés et de pisse de chat dans les escaliers étroits. Mon nom est Antoine Duval, et si vous me demandez qui je suis, je vous dirai simplement, un homme qui a tout perdu pour un mensonge. 2 ans plus tôt, j'étais un cadre moyen à la Banque nationale de Paris, section des investissements privés. Mon bureau donnait sur les Tuileries, et chaque matin, je sirotais un café noir en contemplant les touristes se presser comme des fourmis affolées. La vie était un rituel bien huilé, métro bondé, réunions stériles, et des soirées arrosées de Bordeaux avec des collègues qui feignaient l'amitié. Jean-Luc Moreau était mon patron. Un homme de 55 ans, avec une cravate toujours impeccablement nouée et un sourire qui cachait des crocs. Il avait gravi les échelons en piétinant les autres, un vrai produit de l'école polytechnique. Ces élites françaises qui se croient au-dessus des lois. Nous travaillions sur un dossier sensible, un fonds d'investissement pour des clients qataris, censé financer des projets immobiliers à la Défense. Mais Jean-Luc avait d'autres idées. Il détournait des fonds, les blanchissait via des sociétés écrans en Suisse. J'étais son bras droit, son confident involontaire. « Antoine, mon vieux, tu es le seul en qui j'ai confiance », me disait-il en claquant mon épaule, les yeux pétillants d'une malice que je prenais pour de la camaraderie. La trahison vint un mardi pluvieux de novembre. Les auditeurs internes débarquèrent sans prévenir, dossier sous le bras, regard froid comme la pierre de la conciergerie. Jean-Luc avait tout orchestré, des emails falsifiés à mon nom, des transferts signés de ma main numérique. J'étais le bouc émissaire parfait, célibataire, sans enfant, sans réseau puissant. « C'est toi qui as tout géré, Antoine », murmura-t-il dans le couloir, avant de disparaître dans son bureau vitré. Les menottes furent froides sur mes poignets, et le juge, un vieux renard de la place Vendôme, prononça la sentence sans sourciller, 24 mois ferme pour complicité de blanchiment. La presse en fit ses choux gras, le scandale BNP, un cadre trahit la confiance nationale. Ma photo en noir et blanc, l'air hagard, fit le tour des tabloïds. La prison de Fresnes fut mon initiation aux abysses. Pas de croissant chaud là-bas, seulement du pain rassis et des codétenus qui vous testent dès le premier regard. J'y appris la patience, cette vertu française si mal comprise. Les nuits étaient hantées par les ronflements et les cris étouffés, mais mon esprit bouillonnait. J'avais une carte à jouer, un atout que Jean-Luc ignorait. Lors d'une de nos soirées arrosées, il avait laissé traîner son téléphone. Un enregistrement vocal, maladroitement effacé mais récupérable par un geek de mes amis. Sa voix, claire comme du cristal, avouant le schéma. Antoine portera le chapeau, et moi, je grimperai au conseil d'administration. J'avais copié le fichier sur une clé USB, cachée dans ma chambre de bonne à Belleville. La prison n'avait pas effacé cela. Elle l'avait aiguisé. Libéré après 22 mois pour bonne conduite, ironie du sort, je reçus un appel de la banque. « Monsieur Duval, nous vous accordons 2 semaines de congé pour vous réinsérer. Puis, c'est fini. Pas de poste pour les ex-détenus. » La voix était celle d'un RH compassé, un de ces bureaucrates qui sentent le formol. Jean-Luc avait veillé à ce que je sois rayé des tablettes. Je raccrochai, un rictus aux lèvres. 2 semaines? Parfait. C'était tout ce qu'il me fallait pour peindre mon chef-d'œuvre de vengeance. Je louai une chambre d'hôte anonyme à Montmartre, près du Sacré-Cœur, où les artistes maudits venaient autrefois noyer leur spleen dans l'absinthe. Paris en décembre est une garce. Froid mordant, néon blafard, et une humidité qui s'infiltre dans les os. Je passais mes premiers jours à observer. Jean-Luc vivait dans le 16e, un appartement haussmannien avec vue sur la tour Eiffel. Sa femme, Claire, était une bourgeoise typique, tailleur Chanel, thé à l'anglaise. Leur fille, Élise, étudiait la littérature à la Sorbonne. Une famille parfaite, un cocon que j'allais déchirer. Mon plan germa comme une moisissure. Pas de violence brute, ça, c'est pour les barbares. Non, une vengeance à la française, subtile, empoisonnée, qui ronge de l'intérieur. J'infiltrai d'abord via les réseaux sociaux. Info profil, Marc Lefebvre, consultant en sécurité. J'approchai Élise sur LinkedIn, prétextant un stage pour sa thèse sur Balzac. Elle mordit à l'hameçon, les jeunes sont si confiants. Nos cafés au Procope devinrent rituels. Elle me parla de son père, il est distant depuis le scandale BNP.
Maman dit que c'est à cause de cet Antoine Duval, un traître. Je hochai la tête, feignant la compassion, tandis que mon sang bouillonnait. Parallèlement, je contactai un ancien codétenu, Karim, un hacker maghrébin qui avait appris son métier en tôle. Pour un billet de 100 €, il pirata les emails de Jean-Luc. Les premiers indices affluaient, des rendez-vous secrets avec des lobbyistes, des virements occultes vers des comptes offshore. Mais il y avait plus. Un dossier crypté, des photos compromettantes de Jean-Luc avec une escorte, datant de la période du scandale. Il avait payé pour son silence, mais le mien valait plus cher. La première fissure apparut lors d'un dîner familial que Élise m'invita à partager. Pour te remercier, Marc. Jean-Luc me toisa, un sourcil arqué. Vous me rappelez quelqu'un, dit-il en versant du Château Margaux. Je souris, les visages se ressemblent tous à Paris. Claire, nerveuse, servait les escargots. Élise babillait sur Victor Hugo. Sous la table, mon pied effleura accidentellement celui de Jean-Luc, un geste calculé. Il tressaillit, et je vis l'ombre du doute dans ses yeux. Les jours suivants, je semai les graines. Des emails anonymes à Claire, des captures d'écran des liaisons de son mari. Votre époux n'est pas l'homme que vous croyez. Elle ne répondit pas, mais je la vis, un matin, sortant de chez un avocat du boulevard Saint-Germain. Élise, de son côté, reçut une clé USB par la poste, l'enregistrement vocal. « Papa, c'est toi ?» me demanda-t-elle au téléphone, voix brisée. Je jouais l'innocent. « Qu'est-ce qui se passe, Élise ? Raconte-moi. » Jean-Luc paniqua. Il appela un détective privé, un ex-flic pourri que je connaissais de Fresnes. Mais j'étais une ombre. Marc Lefebvre n'existait pas. La tension montait, palpable comme l'ozone avant l'orage. Un soir, je le suivis jusqu'à un bar à Vin du Marais. Il était seul, noyé dans un verre de Sancerre, murmurant à son reflet « Duval est mort et enterré ». Oh, Jean-Luc, si tu savais. La deuxième semaine s'annonçait comme un crescendo wagnérien, dramatique, inexorable. Paris, sous son manteau de givre, conspirait avec moi. Les flocons tombaient en silence sur les Champs-Élysées, étouffant les klaxons et les murmures des passants emmitouflés. J'avais transformé ma chambre en quartier général. Cartes annotées, photos volées, et l'enregistrement qui tournait en boucle sur mon laptop, comme un mantra vengeur. Chaque écoute renforçait ma résolution. Jean-Luc n'était pas seulement un traître, il était un caméléon, un homme qui changeait de peau au gré des opportunités. Je creusais plus profond. Karim, mon allié digital, déterra un squelette enfoui. 20 ans plus tôt, Jean-Luc avait abandonné sa première femme, enceinte, pour grimper dans la hiérarchie BNP. L'enfant, un garçon nommé Lucas, vivait à Marseille, ouvrier dans un chantier naval, ignorant son lignage bourgeois. Un bâtard, un secret que Jean-Luc avait payé cher pour étouffer. J'envoyai une lettre anonyme à Lucas. « Votre père est Jean-Luc Moreau. Demandez-lui pourquoi il vous a renié. » Pièce jointe. Un extrait de naissance falsifié pour la vraisemblance. La réponse fut électrique. Lucas débarqua à Paris sans prévenir, un colosse au regard hanté, frappant à la porte du 16e un soir de tempête. J'observai de loin, tapi dans l'ombre d'un porche. Jean-Luc ouvrit, blême comme un linge. « Qu'est-ce que tu fous ici ?» grogna-t-il. Lucas, poing serré. « T'es mon père, et t'as foutu ma vie en l'air. » Les cris traversèrent les murs haussmanniens, un opéra tragique. Claire, alertée, surgit en peignoir de soie. « Jean-Luc, qui est cet homme ?» Le mensonge vola, un escroc, un menteur. Mais Lucas brandit la lettre, et le doute s'installa comme un ver dans la pomme. Élise, mon pion innocent, devint le vecteur du poison. Nos rencontres se firent plus intimes. Promenade le long de la Seine, où les lumières des bateaux-mouches dansaient comme des feux follets. Elle pleurait sur mon épaule. Papa change. Il boit, il crie. Et cette histoire avec Lucas. C'est vrai. Je la consolai, mes mots comme du miel empoisonné. Les hommes puissants cachent toujours des ombres. Ton père n'est pas un saint. Bientôt, elle confronta Jean-Luc. Je l'entendis par le biais d'un micro miniaturisé que Karim avait glissé dans son sac. Pourquoi as-tu trahi Antoine Duval? Et maintenant, ce frère illégitime. Jean-Luc hurla. C'était nécessaire. Pour nous protéger. La banque, sentant le vent tourner, convoqua Jean-Luc pour un audit interne. Il se tortilla comme un ver, jurant son innocence, mais les fuites que j'orchestrais, des leaks sur un forum dark web, firent leur œuvre. Un journaliste du Monde, un ami de Karim, mordit. Titre, Nouveau scandale BNP, le vrai coupable émerge. Jean-Luc nia en bloc, mais ses nuits devinrent blanches. Il engagea des gardes du corps,
ces malabars en costard qui patrouillaient son quartier comme des chiens de garde. Mon propre fantôme ressurgit. Un après-midi, alors que je sirotais un pastis au zinc d'un bistrot de Bastille, un appel anonyme. « Duval, on sait que tu es en ville. Rentre chez toi ou on te casse les jambes. » C'était Jean-Luc, bien sûr, via son détective. Je ris dans le combiné, dites à Moreau que les fantômes ne craignent pas les chaînes. La traque s'intensifia. Je changeai de planque, passant à un squat près de la Goutte d'Or, où les immigrés et les poètes se côtoient dans une fraternité précaire. Le point de non-retour arriva lors d'une réception à l'Opéra Garnier. Élise m'avait invité comme ami. Jean-Luc y était, en smoking, serrant des mains avec un sourire plaqué. Nos regards se croisèrent au milieu de la foule. Le mien, un éclat de l'âme. Le sien, une panique larvée. Il s'approcha, champagne en main. Lefebvre. Ou devrais-je dire Duval? Tu crois pouvoir me détruire? Je haussai les épaules. Je ne détruis pas, Jean-Luc. Je révèle. Il blêmit, renversant son verre. Tu n'as rien. Rien. Mais ses yeux trahissaient le mensonge. Cette nuit-là, Claire le quitta. Valise bouclée, Élise en pleurs à ses côtés. Je ne peux plus vivre avec un monstre, lança-t-elle en claquant la porte. Jean-Luc, seul dans son appartement vide, appela son amant secret, une révélation que j'avais glissée à Claire. L'homosexualité refoulée, un tabou français persistant, acheva de le briser. Il erra dans les rues, ivre, jusqu'à un commissariat où il déposa une plainte pour harcèlement. Mais les preuves, elles pointaient vers un fantôme. Je sentais la vengeance gonfler en moi comme un ballon prêt à éclater. Pourtant, une fissure dans mon armure, Élise. Elle m'avait embrassé, un soir, sous les arches du pont des Arts. Marc, tu es mon sauveur. Le baiser avait un goût de cendre. Étais-je en train de devenir pire que lui? Non. La justice française est aveugle. Il était temps d'ouvrir ses yeux. La vengeance, en France, n'est pas un sprint mais une valse macabre, un tourbillon de passion contenue qui explose en un climax baudelairien. À l'aube de ma 3e semaine illégale, puisque mon congé était épuisé, Paris se parait de ses voiles de brume, comme pour masquer les crimes à venir. Jean-Luc s'était retranché dans son bureau de la BNP, un bunker de verre et d'acier au cœur de la défense. Les rumeurs enflaient, promotion gelée, enquête interne lancée. Il m'avait sous-estimé, ce polytechnicien arrogant, pensant que la tôle m'avait dompté. Mais Fresne m'avait forgé en l'âme. Karim, fidèle comme un renard, fournit l'arme fatale, un accès backdoor au système bancaire. Pas pour voler, trop vulgaire, mais pour exposer. J'uploadai l'enregistrement vocal sur un serveur anonyme, lié à des faux comptes qataris. Le matin suivant, les alertes sécurité hurlèrent. Transfert fantôme, piste menant droit à Jean-Luc. La panique fut totale. Sirène, flic en civil, et Jean-Luc traînait menottes au poignet dans un fourgon noir. C'est Duval. Il me hante, cria-t-il aux caméras, un spectacle pathétique relayé par BFM. La presse explosa. Le retour du traître, vengeance ou justice, titra Libération. Les éditorialistes se déchaînèrent. Certains me peignaient en justicier, d'autres en psychopathe. Duval incarne le mal français, rancune et calcul froid, écrivit un chroniqueur du Figaro. J'adorais ça, la division, le débat fiévreux dans les cafés du quartier latin. Élise m'appela, voix tremblante. C'est toi, n'est-ce pas? Derrière tout ça. Je niais, mais elle savait. Reviens-moi, Marc. Papa est détruit. Son appel était une tentation, un fil tendu entre amour naissant et haine viscérale. Jean-Luc, en garde à vue, joua sa dernière carte, l'immunité. Il balança des noms, des politiciens impliqués dans le blanchiment, un ministre de l'économie qui siégeait au conseil BNP. Un pacte du diable, liberté contre silence. Le procureur, corrompu jusqu'à l'os, mordit. Libéré sous caution, Jean-Luc rentra chez lui, ombre de lui-même. Mais il contre-attaqua, un contrat sur ma tête, via des voyous de banlieue. 2 skinheads me tombèrent dessus près de la Bastille, l'âme sortit. Je me débattis, un coup de genou dans les couilles, un tesson de bouteille en travers de la joue. Le sang coula chaud, salé, me rappelant le goût de la défaite. Blessé mais vivant, je me réfugiai chez Karim, dans un HLM de Clichy-sous-Bois. T'es dingue, Antoine. Ça va trop loin. Peut-être. Mais la rage était une drogue, et j'étais accro. Le lendemain, je tendis l'agon. Un rendez-vous anonyme, midi, Pont-Neuf. Viens seul ou Élise paie. Il vint, trenchcoat battu par le vent, regard fou. Duval, finissons en. Qu'est-ce que tu veux? De l'argent?
Un poste. Je sortis de l'ombre, écharpe autour de ma joue entaillée. La vérité, Jean-Luc. Avoue tout, ici, maintenant. Pour la police, pour le monde. Il rit, un aboiement amer. La vérité? Tu étais complice, Antoine. Tu savais pour les fonds, tu as signé les ordres. Mensonge. Ou demi-vérité. Un flash, une soirée, trop de vin, ma signature sur un document que j'avais à peine lu. Étais-je innocent? La graine du doute germa. Mais je tins bon. Avoue, ou je publie tout. Ta femme, ta fille, ton fils bâtard, ils sauront le monstre. Il craqua, larmes aux yeux. Un dictaphone capturait chaque mot. J'ai piégé Duval. C'était moi, le cerveau. Pardonnez-moi. La voix brisée, un confessionnal sous le ciel gris. Je diffusai l'aveu le soir même, via un live sur un site pirate. Millions de vues en heure. Le chaos s'abattit, manifestation devant la BNP, cri de « justice pour Duval », contre-manif de « pas de vengeance privée ». Jean-Luc se barricada, mais la foule enragée, prolo de banlieue, bobo en colère, assiégea son immeuble. Pierres volèrent, vitres volèrent en éclats. Il sauta par la fenêtre, non pas pour mourir, mais pour fuir, un hélico loué, direction la Suisse. Lâche jusqu'au bout. Élise me trouva ce soir-là, battant à ma porte. Pourquoi, Antoine? Pourquoi détruire ma famille? Ses yeux, verts comme la Seine, me transperçaient. Je l'attirai, nos lèvres se mêlèrent dans un baiser salé de larmes. Pour la mienne, Élise. Il m'a tout pris. Nous fîmes l'amour sur un matelas crasseux, un acte de désespoir, corps entrelacés comme des serpents. Mais au matin, elle partit. Tu es pire que lui. Le vide s'installa, plus froid que l'hiver parisien. La police frappa à ma porte 2 jours plus tard. Antoine Duval, vous êtes en état d'arrestation pour chantage et diffamation. Jean-Luc avait retourné sa veste une fois de plus, déformant l'aveu en complot. Le twist, il avait effacé les preuves numériques, me laissant seul face au mur. Mais j'avais ma carte finale. La cellule de détention provisoire à la santé fut un retour aux sources, mais cette fois, avec le poids d'une conscience fissurée. Les murs suintants, les échos de portes claquant. Tout cela me rappelait Fresnes, mais avec une amertume nouvelle. Paris, de l'extérieur, bouillonnait toujours. Pétition en ligne pour ma libération, édito dans le Parisien me qualifiant de « héros tragique » ou de « vengeur anarchiste ». Les Français adorent ces ambiguïtés morales, ces débats qui divisent les dîners en ville. Duval est un Zola moderne, clamait un intellectuel sur France Inter. Non, un terroriste domestique, rétorquait un autre. Jean-Luc, tapis en Suisse, menait sa contre-offensive depuis un chalet genevois. Des avocats véreux, des fuites orchestrées. Il me dépeignait comme un déséquilibré, obsédé par une vengeance personnelle infondée. Il avait même contacté Élise, la manipulant avec des promesses de réconciliation. Ton Marc est un menteur, ma chérie. Il a couché avec moi pour l'enregistrement. Mensonge pur, mais suffisant pour semer le poison. Elle ne m'appela plus. Le silence était pire que les coups. Karim, risquant sa peau, me fit passer un message. Il prépare un deal avec les Qataris. Efface tout, recommence à zéro. Mon vieil ami avait vu juste. Jean-Luc n'était pas brisé, juste acculé. Il lorgnait sur un poste à Doha, consultant en gestion de crise. Ironie, fuir en Orient pour échapper à son karma occidental. Mais j'avais anticipé. La clé USB originale, cachée dans un coffre à la consigne de Gare du Nord, contenait non seulement l'enregistrement, mais un journal crypté, des notes que j'avais prises pendant nos collaborations, prouvant ma non-complicité. Et plus, des preuves que Jean-Luc avait saboté d'autres carrières, ruiné des vies pour son ascension. De la cellule, j'activai le plan B. Un appel à mon avocat, un jeune loup de Nanterre prénommé Julien, radicalisé par les Gilets jaunes. Publier tout. Forcer l'extradition. Les documents inondèrent les tribunaux suisses. Scandale international. France-Suisse, un banquier fugitif expose les failles européennes. L'UE s'en mêla, et Jean-Luc fut rapatrié, menottes aux chevilles, sous les flashs des paparazzis à l'aéroport de Roissy. Le procès fut un cirque romain. Assise de Paris, salle comble, juge au visage de pierre. Jean-Luc, amaigri, en costume gris, plaida la victimisation. Duval m'a harcelé, un trauma post-traumatique de sa détention. Ses avocats défilèrent, experts en psychiatrie affirmant ma paranoïa vengeresse. Les médias se délectaient, débats télévisés où on me comparait à Meursault de Camus, absurde, détaché, coupable par indifférence. Mais Élise témoigna. Mon père est un menteur. Antoine.
Marc. Il m'a ouvert les yeux. Sa voix chevrota, et le public murmura. Était-ce amour ou haine? Les jurés se divisèrent, certains voyant en moi un martyr, d'autres un manipulateur. Lucas, le fils caché, surgit comme un Deus ex machina. Il m'a abandonné, comme il a trahi Duval. Son témoignage, brut, ouvrier, toucha les cœurs. Jean-Luc s'effondra en pleurs fins, je regrette tout. Mais le jury n'acheta pas coupable sur toute la ligne, 10 ans ferme pour blanchiment aggravé et faux témoignage. La salle explosa en applaudissements et huées. Justice, criaient les uns, vengeance populiste. Les autres. Je sortis libre, acclamé par une foule disparate. Gauchistes, chômeurs, même des banquiers repentis. Pourtant, la victoire avait un arrière-goût de fiel. Élise m'attendait dehors, sous la pluie fine. Félicitations, justicier. Mais qu'as-tu gagné? Nous marchâmes en silence vers un bistrot anonyme, où un pastis nous réchauffa les os. Elle avoua, j'ai couché avec toi pour le venger, au début. Puis, je suis tombée amoureuse. Twist dans le twist, Jean-Luc l'avait manipulé, lui soufflant de m'approcher pour des preuves contre moi. Notre passion était un piège ou une rédemption. Je ne suis pas, par, Élise. Paris nous a tous marqués au fer. Seul, je errais dans la nuit, le sang de ma cicatrice pulsant. La vengeance m'avait libéré, mais à quel prix? Jean-Luc, en cellule, écrivit une lettre. Tu as gagné, mais nous sommes pareils. 2 masques sur le même vide. Il avait raison. J'avais gagné titaille choanta, mais en creusant, j'avais déterré mes propres ténèbres, une ambition refoulée, une complaisance dans le système. Paris au printemps est une menteuse, cerisier en fleurs masquant les cicatrices de l'hiver. 3 mois après le procès, la ville avait digéré son drame, passant à d'autres scandales, élections truquées, grèves éternelles. Jean-Luc pourrissait à Poissy, son empire réduit à des visites conjugales refusées. Claire avait divorcé, vendant l'appartement pour un mas provençal, loin des pavés maudits. Élise, elle avait fui à Lyon, thèse inachevée, pour trouver la paix. Nos chemins s'étaient croisés une dernière fois. Un café aux fleurs, regard fuyant, mots suspendus. Adieu, Antoine. Son parfum de jasmin s'attarda comme un reproche. Moi, je refusais l'offre de la BNP, une réhabilitation symbolique, un bureau relégué. À la place, je montais une petite agence de conseil en éthique financière, ironie du sort, dans un loft de Belleville. Les clients affluaient, repentis du système, cherchant absolution. Karim devint associé, transformant nos hacks en audits légaux. Lucas, le frère égaré, vint me voir un soir, bière en main. Merci, mec. T'as rendu la justice que la loi refuse. Nous trinquâmes à la santé des traîtres. Mais le twist final, celui qui hante mes nuits, surgit comme un fantôme baudelairien. Une enveloppe anonyme, postée de Suisse, des photos jaunies, datant du scandale. Moi, signant les ordres incriminés, non falsifiés. J'avais su, vaguement, pour les détournements. Pas innocent, juste naïf. Jean-Luc n'avait pas tout menti, il avait amplifié. Étais-je le vengeur ou le complice repenti? La lettre jointe, de sa main, nous avons dansé la même valse, Duval. La prison te rattrapera, ou le remords. Je brûlais les photos dans un brasero, sous les étoiles indifférentes de Montmartre. Libre, mais enchaîné à mon ombre. La vengeance avait divisé le monde, amis perdus, amour brisé, une nation en débat sur la justice privée. Était-ce un happy end? Pour Jean-Luc, non, 10 ans de spleen carcéral. Pour moi, une paix précaire, un café noir chaque matin face à la Seine, me demandant si le sang versé valait la lumière retrouvée. Paris murmure ses secrets aux survivants. J'y marche encore, carte en main, prêt pour la prochaine danse. Ou peut-être pas. La France, après tout, est un théâtre où les applaudissements se muent en silence. Fin.